Uber, la polémique, la nouvelle valorisation. On en dit un mot avec Grégory Volokin cet après-midi, président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Est-ce que déjà c'est une société qui connaît des polémiques aux États-Unis comme elle peut en rencontrer dans d'autres pays, notamment en Europe? Je crois qu'on a un regard totalement différent ici sur Uber. C'est plutôt une concurrence qui est bienvenue. Et c'est certain que les chauffeurs de taxi se plaignent, mais ils n'ont pas du tout le pouvoir. Ils ne sont pas syndiqués comme ils le sont en France ou en Europe. Donc ici, je dirais, il y a beaucoup moins de controverses avec Uber. C'est un service qui est très bien accepté. La seule controverse qui reste vraiment aux États-Unis, c'est le fait que si par exemple c'est l'heure de pointe à New York et qu'il pleut des cordes, les tarifs d'Uber deviennent vraiment excessivement chers. Et des fois, il y a des gens qui se sont laissés comme ça un peu piégés. Bon, effectivement, attention, non pas à la surfacturation, mais au tarif effectivement qui évolue. Mais bon, ça normalement avec l'application, on doit pouvoir regarder et vérifier avant sur quel niveau de tarif on est. À propos de valorisation d'entreprise, là il y a aussi Snapchat là qui nous livre a priori un nouveau niveau de valorisation. Oui, alors autant on peut dire que Uber double ses profits tous les 6 mois, autant alors Snapchat reste un grand point d'interrogation, puisque maintenant on parle d'une valorisation de 12 milliards de dollars, mais sans profit évidemment, et des revenus, je crois, absolument minimaux. Donc il faudra voir qui est investi dans Snapchat. Il y a KKR, le fonds de private equity, il y a Yahoo. Il faut voir un peu où ça va amener ces compagnies, et surtout quel va être le jugement du marché tôt ou tard. Il faudra bien que Snapchat puisse valoriser tous les gens qui utilisent son service. Bon, et puis un mot de la semaine là qui débute à New York, à Wall Street, Grégory. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on va regarder? Le début de semaine chez nous est assez calme en Europe. Je crois que c'est le cas chez vous également aux États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous importants qui marqueront les prochains jours? Je dirais que c'est vraiment une semaine sous le signe de la consommation ou du consommateur. Vous aurez demain le fameux Single Day, le jour des célibataires en Chine, avec évidemment l'acteur principal qui est Alibaba, qui devrait avoir un record absolument incroyable au niveau de ses ventes. On parle de plus de 8 milliards de dollars en une journée. Et puis vous avez le chiffre des ventes de détail qui sera publié vendredi. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement important? Il faut savoir que la semaine prochaine, il y a cette fête Thanksgiving Day. Le jour après Thanksgiving aux États-Unis, c'est le Black Friday. C'est là que vraiment la saison des achats commence aux États-Unis. Et vous savez qu'on l'appelle Black Friday parce que c'est à partir de ce jour-là que les compagnies qui sont dans la distribution commencent à être rentables. Donc on attend un peu au tournant le consommateur aux États-Unis pour voir si malgré des salaires qui sont relativement stagnants, il a toujours autant d'appétit à dépenser son argent. Merci Grégory. On vous retrouvera après l'ouverture dans une demi-heure. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et Grégory Volokin qu'on retrouve depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory. Bon, je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'actualités, il n'y a pas de statistiques majeures, il n'y a pas de résultats de grandes entreprises là qui permettent au marché peut-être de poursuivre sur leurs records. On était sur des records encore à Wall Street vendredi soir. Absolument, on était sur des records sur le Dow Jones, sur le S&P. Enfin, c'était vraiment des quelques semaines qui ont vu non seulement le marché revenir au plus haut avant la correction du mois d'octobre, mais même de dépasser ces plus hauts. Donc je dirais aujourd'hui on peut même pas appeler ça de la consolidation, c'est juste peut-être une séance un peu d'observation en attendant les quelques événements qui sont pas si importants cette semaine, ou en tout cas pas si nombreux. Je dirais qu'il y aurait par exemple à regarder les résultats de Walmart, c'est quand même le plus grand distributeur aux États-Unis. On pourra aussi regarder les chiffres justement des ventes de détail vendredi. Mais en fait, c'est pas une semaine qui est trop chargée au niveau du calendrier des statistiques ni des résultats. Mais vous le disiez tout à l'heure, ce sera quand même une semaine. On va être sur des jours là importants pour la consommation. Alors il y a la consommation en Chine évidemment, avec demain le jour des célibataires, c'est ça. Et quand on est célibataire, eh bien ce jour-là, on achète pour, alors je sais pas, pour faire passer sa tristesse d'être célibataire, j'en sais rien, ou au contraire pour fêter le fait d'être célibataire, mais on achète en tout cas. Oui, alors c'est un peu le pendant de la Saint-Valentin en France ou Valentine's Day aux États-Unis. Sauf qu'évidemment, dans la Saint-Valentin, vous donnez un cadeau, vous envoyez un cadeau à votre partenaire. Là, c'est les célibataires qui ont la journée pour
entre guillemets fêter leur célibat, c'est surtout aussi une façon pour eux de se réunir et peut-être d'essayer justement de sortir du célibat. Mais en attendant, c'est certain que c'est devenu un événement commercial très très important et notamment c'est aussi devenu un événement commercial grâce ou à cause de Alibaba, qui compte demain vendre pour plus de 8 milliards de dollars de marchandises. Alors, c'est assez amusant de se dire pourquoi est-ce que c'est le 11 novembre. Est-ce que vous le savez? Pourquoi est-ce que cette journée des célibataires, c'est le 11 novembre? Parce que les Chinois aiment beaucoup les symboles et le 11 novembre, c'est 11, 1, et novembre, c'est le 11e mois de l'année. Donc 1, le chiffre 1, qu'est-ce qui peut mieux exprimer ça comme symbole du célibat? Effectivement, et le chiffre 8 qui porte bonheur, ça c'est effectivement l'autre grand chiffre en Chine, Grégory. La consommation américaine aussi, parce que là, on va bientôt arriver sur le début de la saison des fêtes. Là, ça arrive la semaine prochaine a priori. Je crois me souvenir que le dernier indicateur de confiance du consommateur américain qu'on a eu était particulièrement bon. Ça veut dire qu'on a un consommateur là qui est dans un bon état d'esprit aux États-Unis pour bien consommer pendant cette dernière période de l'année. Je dirais qu'il faut faire un peu la part des choses. Il y a un vent favorable, nettement favorable pour le consommateur aux États-Unis, c'est la baisse du prix de l'énergie, qui est très 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 sensible puisque l'essence à la pompe a baissé de pratiquement 30% et les factures, que ce soit de gaz ou d'électricité, vont aussi avoir une baisse considérable. Donc ça met des revenus disponibles pour le consommateur américain en général. L'autre chose qui est peut-être moins positive, c'est que les salaires ont beaucoup de peine à augmenter d'une façon suffisante aux États-Unis. On est en rythme annuel d'augmentation des salaires de 2%. C'est pas si mal, surtout si on regarde que l'inflation est en rythme annuel de 1,4%, mais c'est 0,6% de différence entre l'inflation et les salaires. Disons, c'est ça le revenu disponible supplémentaire pour le consommateur. C'est pas énorme. Donc, je dirais, on a quand même un point d'interrogation sur cette saison de fin d'année, et ça sera très très intéressant de voir qui va le premier publier des chiffres encourageants. Alors je dirais le premier avant la saison elle-même, ça va être Walmart jeudi, mais surtout il faut attendre les résultats de ce qu'on appelle les ventes de Thanksgiving et le fameux Black Friday qui sera vendredi de la semaine prochaine, qui est suivi aussi par maintenant le Cyber Monday où les gens font leurs achats sur ordinateur depuis le bureau. Et je dirais que sur ces 4 jours, la semaine prochaine, on aura déjà une très bonne idée de la consommation aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que, on le répète toujours, c'est un peu une vieille mais la consommation aux États-Unis, c'est 70% de l'économie. Donc il faut vraiment là que le consommateur consomme, ce qu'il aime bien faire de toute façon ici. Bon, vous le disiez en début d'entretien, Grégory, effectivement, Wall Street qui était revenu sur ses niveaux records et ses records historiques, malgré la petite respiration qu'on a pu avoir en octobre. Ce mois d'octobre, on sait on s'en doutait un petit peu peut-être, mais il a fait mal à beaucoup de hedge funds, semble-t-il. Là, il y a des chiffres qui commencent à sortir alors qu'on est mi-novembre, là, sur les performances des hedge funds américains pendant le mois d'octobre. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est surtout les hedge funds qu'on appellerait macro. Donc macro, ça veut dire qu'ils font des grands paris, qui soient des paris sur les monnaies, qui soient des paris sur les régions. C'est pas du stock picking, c'est vraiment là des grandes décisions d'allocation d'actifs. Et ces fonds, par exemple, il y a le fonds de Tudor Jones, il y a le fonds de Fortress, ont eu des pertes relativement importantes, entre 2 et 3% au mois d'octobre, alors que ces fonds eux-mêmes se plaignaient énormément du manque de volatilité dans les marchés. Les hedge funds aiment la volatilité, c'est comme ça qu'ils peuvent faire des bons investissements, et c'est assez intéressant de voir qu'ils ont été pris en fait à contre-pied par cette volatilité. Pourquoi? C'est parce qu'en fait il y a eu de la volatilité, mais elle a duré 2-3 jours, et c'était vraiment pas assez longtemps pour qu'il y ait une direction qui s'établisse, et ces hedge funds ont été pris à contre-pied. Puis vous avez d'autres hedge funds, comme par exemple un des principaux hedge funds de Paulson, qui lui alors a beaucoup souffert de certains deals qui ont explosé, et le fonds principal de Paulson, qui était en baisse de 14% au mois d'octobre, est en baisse de 25% cette année. Donc tout ça pour vous dire que vous regardez la moyenne des hedge funds, on a à peu près une performance entre 1,5 et 2% sur l'année. C'est très très loin des indices américains, puisque le S&P est en hausse de presque 10%, et surtout ça va être très difficile pour ces hedge funds de justifier
le fait qu'ils font payer très cher leurs services, parce que même en dehors de la performance, la plupart des hedge funds font encore payer 2% des actifs sous gestion comme frais pour offrir leurs services justement de gestion. Merci Grégory. Grégory Volokin, bon début de semaine à vous à Wall Street, le président de Mescart Financial Services qu'on retrouve chaque après-midi en duplex vidéo depuis New York, les marchés américains.